Bonjour à tous, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous remercier pour l'accueil que vous avez fait pour ma première vidéo, celle où j'annonce mon retour. Il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé des messages en disant qu'ils étaient contents, écoutez ça fait très chaud au cœur. J'espère que vous allez me suivre un peu dans cette nouvelle aventure. J'ai par le biais de cette première vidéo obtenu 2-3 partenariats à droite à gauche, donc il y a plein de choses qui vont arriver, j'espère que vous allez suivre l'actualité. En tout cas merci, ça fait très plaisir. Donc on commence avec cette aventure avec une ciné-critique, je vais appeler ce thème comme ça, une ciné-critique sur le magnifique film de Sam Mendes, j'ai nommé 1917. Je mets une alerte spoiler tout de suite, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo. Toutes mes critiques de cinéma, je vais les faire avec spoiler, je vois pas trop l'utilité de ne pas spoiler. Si vous voulez avoir plus d'informations sur un film, il y a des bandes annonces qui existent. Et puis comme vous l'avez remarqué, je ne sors pas la critique le jour de la sortie du film en salle, parce que déjà j'ai pas eu le temps. On n'est pas tous du genre à aller tout de suite à la première séance de la sortie en salle. Donc voilà, je préfère sortir idéalement la première semaine de sortie, comme ça au moins on a le temps de tous aller le voir et d'en parler tous ensemble. Donc 1917, réalisé par Sam Mendes, qui est un réalisateur-producteur britannique, qui a notamment réalisé les deux récents James Bond, Skyfall et Spectre. Il a aussi une petite carrière de metteur en scène dans le théâtre. Ça c'est pour le réal. Maintenant, ce film, il parle de quoi? 1917 est un film qui se déroule lors de la Première Guerre mondiale. On est du côté britannique et nous avons nos deux héros qui s'appellent Blake et Schofield qui vont avoir une mission qui paraît impossible à faire passer un message à une autre position britannique qui se trouve très loin de la leur, faire passer un message de stopper une attaque britannique qui va devenir un traquenard allemand et qui va coûter la vie de centaines de milliers de Britanniques. Et pour tout cela, il faut les prévenir avant l'aube et traverser le No Man's Land. Niveau casting, on a George McKay, Dean Charles Chapman, Mark Strong de Kingsman, ainsi que Colin Firth qui est aussi dans Kingsman. On a également Andrew Scott qu'on a pu voir dans l'épisode Smith Rins de Black Mirror, Richard Madden qui est Robb Stark dans Game of Thrones, ou encore Benedict Cumberbatch, excusez-moi pour les prononciations, qui est Doctor Strange dans l'univers Marvel. Donc un très bon casting qui est surtout un casting que je trouve juste, car si vous regardez tous les acteurs, ils proviennent tous de Grande-Bretagne, d'Irlande, d'Écosse, mis à part Claire Duburc, qui est notre cocorico de ce film, qui incarne une villageoise française. Parlons un peu plus du duo de notre film. Donc, ces deux jeunes soldats britanniques, Blake et Schofield, vont avoir une mission. Ces deux acteurs jouent très bien, seulement je sais pas si c'est la VF ou alors le fait qu'ils aient essayé d'adapter les dialogues en rapport avec leur époque, mais on a l'impression qu'il y a quand même pas un gros feeling entre ces deux personnages qui sont censés être des amis. Après, c'est peut-être un choix du metteur en scène qui décide de vraiment jouer à fond dans le détail et dire voilà, ils sont amis. Faut pas qu'il y ait quand même trop une relation fusionnelle, parce qu'à l'époque les soldats se mettaient des barrières même envers leurs frères ou leurs meilleurs amis soldats, parce que si jamais ils venaient à les perdre, c'est ce qui arrivait beaucoup malheureusement, et fallait pas qu'ils ne soient trop affligés psychologiquement. En tout cas, ça ne change pas leur jeu d'acteur qui est quand même très bon. On ressent vraiment toutes leurs émotions, on vit l'instant présent avec eux. C'est un film qui se veut très réaliste, de par nos deux héros qui ne sont pas du tout dans le cliché hollywoodien, des super-héros qui vont faire le maximum de victimes ennemies, les héros qui n'ont jamais peur. Ils sont vraiment beaucoup plus humains, vraiment plus proches de la réalité en fait. Ils ressentent plein d'émotions comme l'empathie, par exemple la scène où l'Allemand se crache en avion à la ferme, ils vont secourir l'Allemand au lieu de le tuer, ils vont essayer de chercher à boire. Ou par exemple quand Schofield rencontre un jeune soldat allemand dans le village bombardé, il décide de pas le tuer, il veut juste le faire taire pour pas avoir un affrontement direct, mais après Schofield est poussé à malheureusement le tuer et il aurait pu tuer l'autre soldat allemand qui venait juste après, mais il ne l'a pas fait, il a préféré s'enfuir. Donc on a des personnages qui sont vraiment humains et ça reflète beaucoup la mentalité de certains soldats à cette époque où, comme nous le rappelle le bon film Joyeux Noël, il y arrivait que des fois les deux camps partagent des moments joyeux, mais c'était quand même très rare. Je vous rappelle, on parle quand même de la Première Guerre mondiale. De plus, le film est très réaliste, mais il est très immersif. Déjà par ses prouesses de plans séquences. Bien entendu, le film n'a pas été tourné en une seule séquence, ils ont fait quelques cuts, mais qui sont très bien faits. On ne voit vraiment pas à quel moment il coupe la caméra. Il y a des très bonnes transitions, c'est très bien pensé. Il est très immersif parce que déjà, donc la caméra se retrouve très souvent au niveau du visage des personnages, donc on a l'impression d'être avec eux, de vivre le moment. Et on se sent tout le temps oppressé parce que ça se passe beaucoup dans les tranchées aussi. Il y a beaucoup de moments qui sont dans les tranchées. Les tranchées, on a l'impression d'être dedans, on se sent oppressé. C'est très immersif, manque plus que l'odeur en fait. Il y a une direction artistique qui est magnifique, tous les plans sont beaux et la mise en scène, les acteurs sont bien placés pour ne pas gêner
gêner la caméra, le cadrage, tout est vraiment bien pensé. On a un très bon rythme. Un rythme qui va donner de la vie au film. C'est-à-dire que le film n'est pas lent, il se passe pas rien. C'est très varié, on a des moments qui sont très calmes, comme des moments qui sont très intenses, ou des moments qui font très peur, où on est sous pression. Parce que ce qui est dangereux avec un plan séquence, c'est que le procédé du plan séquence, utiliser donc un seul plan, c'est compliqué de base. Un seul plan, c'est pas dynamique, c'est parfois même ennuyeux. Et eux, ils ont réussi à vraiment rendre vivant tout le cadrage et tous les plans séquences de par beaucoup de détails. La figuration, c'est très vivant, tout est dans le détail, quoi, c'est impressionnant. Tu regardes à droite, il y en a un, il est en train de fumer, tu regardes à gauche, l'autre il est en train d'écrire une lettre. Et puis j'ai regardé beaucoup d'images des making-of, et dans les making-of, il y a même beaucoup de figurants qui ne sont pas dans le cadre, mais pourtant vivent l'instant présent pour vraiment donner voilà, une atmosphère très vivante et très immersive. Et la plupart des décors sont des vrais décors. C'est impressionnant de se dire que voilà, suffit qu'un figurant fasse une mauvaise manie, qu'un personnage dise de la mauvaise réplique pour couper, rater la scène et la recommencer depuis le début. Des fois, je pense qu'il y a des plans séquences qui duraient 20 à 30 minutes. C'est vraiment un travail colossal et un travail de synchronisation aussi. Personne ne doit se tromper. S'il y a un staff ou un perchman qui est dans le plan, dans le cadrage, c'est foutu. Donc c'est vraiment, tout est super bien organisé, tout est cadré. C'est bourré d'anecdotes et de détails comme je l'ai dit. Par exemple, à un moment, au début du film, il y a un lieutenant ou un caporal, je sais plus, qui demande quel jour sommes-nous, j'ai parié sur lundi. Ça nous fait rappeler que à cette époque, quand ils étaient dans les tranchées, ils voyaient pas le jour passer, ils savaient plus où ils en étaient, de quelle date et quel jour. À un moment, les deux héros arrivent dans une grotte et il y a écrit le nom d'une femme, Lara, sur le mur. Il y a aussi le fait que Scofield ait échangé sa médaille d'honneur contre une bouteille de vin, parce qu'à l'époque, en fait, ils s'en foutaient de la médaille et de la reconnaissance. Enfin, ce qu'ils voulaient, c'est améliorer leurs conditions de vie, et du coup, il était prêt à échanger sa médaille d'honneur contre une bouteille de vin. C'est beaucoup de petits détails comme ça qui complètent un peu l'immersion et on a l'impression d'être dedans. C'est vraiment impressionnant. Maintenant, on passe aux scènes mémorables. Dans les scènes mémorables, on a la mort de Blade. C'est pas du tout dans le cliché hollywoodien. La mort se fait pas rapidement, elle est même très longue, je trouve, et c'est ce qui rajoute ce côté réaliste, quoi. C'est qu'il met du temps à partir, le teint du personnage blanchit au fur et à mesure. Le jeu d'acteur est sublime dans cette scène, et puis il a le temps de dire voilà, tu diras à ma mère que j'ai pas eu peur, tu lui écriras une lettre, donne ci, donne ça. C'est très touchant à la fois, et ouais, on a l'impression même que c'est un plomb parce qu'on se dit ouais, il met beaucoup de temps, contrairement où on a l'habitude dans les autres films où il dit tu diras à ma mère que je l'aime et il meurt, tu vois. Donc c'est vraiment très réaliste, vraiment, tout est cherché dans le détail, le réalisme, et donc cette scène elle est très prenante et à la fois très triste. On a aussi la scène du bébé qui se passe dans le village français qui est bombardé. En fait, Scofield arrive dans une petite pièce et la scène va se passer à huis clos avec une villageoise française qui a recueilli un bébé qui n'est pas le sien, et elle va tenter de le soigner. Lui, il va donner ses provisions, ses vivres à cette femme et ce bébé, et à un moment, soldat Scofield va chanter un poème au petit bébé pour le bercer, et c'est un moment très poétique. La lumière, elle est belle, on est sur des tons chaleureux, orange. La scène se passe à trois, on a l'impression d'être avec eux à ce moment-là. C'est un moment qui est très, comme je l'ai dit, poétique, paisible dans ce film, qui est vraiment sur la tension et la pression. On a aussi la scène où Scofield arrive, après avoir nagé le long d'une rivière, arrive à un bataillon britannique dans la forêt, et ils sont tous assis en train d'écouter un soldat qui est en train de chanter une prière, je pense, ou en tout cas une chanson, une très belle chanson, et sa chanson va devenir la musique diégétique du film. Alors, diégétique et extra-diégétique, c'est quand le son ou la musique provient des personnages ou de l'ambiance du décor pris sur le moment du tournage, alors que extra-diégétique, c'est une musique qu'on va rajouter en post-production. Et donc, le chant de ce soldat devient donc diégétique, et c'est un moment pareil, très calme, très très beau, et on peut justement, en fait, on apprécie ce moment de tranquillité, on souffle un peu, ça permet de souffler parce que juste avant il s'est passé beaucoup de choses, et du coup ce moment nous permet de souffler et de remarquer que Scofield est à bout de force, il tient à peine assis. Nous avons cette fameuse scène des 300 mètres, cette scène c'est la scène qui a fait le plus parler du film. C'est en fait Scofield qui va devoir traverser les 300 derniers mètres qui le séparent, lui
entre le capitaine auquel il doit délivrer son message d'annuler l'attaque. Seulement l'attaque est déjà lancée et au lieu de traverser les tranchées qui sont quand même très étroites, il perd beaucoup plus de temps que de traverser le champ de bataille, et il décide donc de traverser ce champ de bataille avec toutes les explosions et les soldats qui crient, qui chargent. C'est en plus, comme je vous ai dit, il y a une musique très épique. Le plan séquence le suit en train de courir avec les explosions, la musique, les soldats, c'est intense, c'est incroyable. Ce moment-là m'a donné des frissons de fou, c'est... Il n'y a pas de mots quoi. Une scène comme ça, c'est une scène mémorable. 3, 2, 1, go, go! Et ensuite, il arrive enfin arrivé devant la cabine de ce capitaine et les deux gardes l'empêchent de rentrer et de donner ce message. Et depuis qu'il est arrivé à ce poste britannique, tout le monde lui dit « Ouais, tais-toi, on va donner l'attaque, c'est n'importe quoi ce que tu dis. » Et on est là avec lui, on se dit « Mais c'est injuste quoi. Le mec, il a traversé tant d'épreuves pour arriver pour délivrer ce message et l'attaque est en train de se donner. » Donc c'est vraiment... on a ce sentiment d'injustice avec lui et en plus, on voit qu'il est à bout de force, il a du mal à s'exprimer, il a du mal à parler en disant non mais j'ai un message, écoutez-moi et on est essoufflé pour lui en fait. Et il arrive quand même, il va au-delà des ordres en fait, il désobéit, il rentre quand même, il va au bout de sa destinée et il dit voilà j'ai un mot pour vous, regardez, il va finir par le croire et c'est l'attaque et là on souffle, on se dit enfin quoi. Et enfin la dernière scène mémorable de ce film, même si tout est mémorable dans ce film, mais vraiment elle est aussi très mémorable, c'est la scène finale où il arrive avec ce coucher de soleil à se coucher sur cet arbre qui est grand en plus, qui est le seul dans l'horizon, il signifie la vie, même peut-être la destinée, et ce soleil qui se couche sur Scofield à la fin, qui est exténué au pied de cet arbre. Pour moi en tout cas, je trouve que ça signifie voilà la fin d'une mission, c'est la fin de sa destinée. Et on peut parler de destinée parce qu'à la base, Scofield a été choisi par son ami Blake pour cette mission, donc c'est pas lui qui a été volontaire, donc c'est une histoire de destinée, c'était son destin de faire cette mission, et que tout ça se déroule. Blake, choisissez un homme. Prenez votre pactage. Je termine un peu avec la technique de ce film, juste pour vous rappeler ce qu'est un plan séquence. Un plan séquence, c'est quand on appuie sur REC, qu'on tourne avec la caméra, fait notre plan, le plan dure très longtemps, c'est un plan qui dure toute la séquence, un plan séquence, ça peut durer très longtemps, donc ça c'est un plan séquence. Ce film a la particularité d'être tourné en plan séquence, et c'est ce qui fait que c'est un film qui est déjà très bon en réalisation. Pour utiliser ce procédé de plan séquence, ils ont vraiment fait tout. Ils ont mis sur un stabilisateur avec une barre, et ensuite ils partent du stabilisateur pour mettre sur la grue. Ils ont utilisé un steadicam, ils ont utilisé une grue qui est montée sur camion, un quad, ils ont utilisé plein de choses. Allez voir le making of qui vaut le coup d'œil quand même, c'est les images que j'utilise pour illustrer, parce qu'on en apprend beaucoup avec ce making of si on est un peu curieux du cinéma. Les lumières sont très belles la nuit notamment, parce que tout ce qui est tourné la journée, je pense qu'il y a très peu de lumières qui sont rajoutées, ou en tout cas c'est très utile, mais je pense qu'ils ont du mal, vu que la caméra elle tourne dans tous les angles, à un moment on voit les lumières, les spots lumière s'ils sont pas dissimulés. Mais en tout cas les lumières de nuit sont très belles, il y a un beau jeu de lumière, le directeur artistique est très bon. On finit avec pour moi la scène la plus mémorable, la plus impressionnante de ce film. Évidemment pour moi c'est la scène de ces fameux 300 mètres qu'il va courir pour aller rejoindre le capitaine pour donner son message. Cette scène elle est juste prenante, intense, elle donne la chair de poule, de par sa musique qui est épique. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse sur la musique, j'en ai pas trop parlé. La musique dans ce film, elle n'est pas omniprésente, elle est, je trouve, très juste, et du coup, elle se marie bien avec l'ambiance, le cadrage, et je trouve que la musique est très bien faite aussi. Et un mot pour définir ce film: cerisier. Ceux qui ont vu ce film comprendront. Donc je vous invite fortement à aller voir 1917 de Sam Mendes, qui est un excellent film. Il est à la fois historique, émouvant, prenant, intense, mais aussi pédagogique, parce que ça nous rappelle beaucoup de choses, beaucoup de nos cours de collège et lycée sur la Première Guerre mondiale. Si vous êtes au collège ou au lycée, non, peut-être pas aller voir ce film, parce qu'il est quand même bien gore, et je crois qu'il est déconseillé au moins de 12 ans, il me semble. En tout cas, si vous avez plus de 13 ans, allez voir ce film, parce qu'il vous apprend beaucoup sur les conditions de vie de cette triste époque. C'est vraiment un très bon film, je le recommande. Cette ciné-critique est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me faire savoir si vous avez aimé ce format, le fait que je parle d'un film que j'ai vu au cinéma et que je vous le recommande ou pas. Les pouces sont là, si vous avez aimé, mettez le pouce bleu, si vous n'avez pas aimé, mettez le pouce rouge, comme ça je saurai. N'hésitez pas aussi à me suivre sur ma page Insta, vous avez le lien qui apparaîtra en description et à la fin. C'est pour suivre toute mon actualité.
En tout cas, je vous dis à bientôt, soit sur une nouvelle critique ou un urbex ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, on se voit très vite. Allez, salut tout le monde!